De nombreux érudits à travers les siècles s'accordent tous à dire que l'histoire de Nirn et de Tamriel a réellement commencé dans une province du nord-ouest de Tamriel. Cette province est aujourd'hui considérée comme la patrie des Bretons et le lieu où les dieux seraient passés pour venir et quitter le Mundus. Vous l'avez tous compris, aujourd'hui nous parlons de l'histoire de la province d'Autroche. L'histoire de Autroche débute réellement à partir de la construction de la tour adamantine par les Aedra. Dans les siècles qui suivirent l'ère de l'Aube et le début de l'ère mérétique, Autroche aurait été habité par une race bestiale qui fut originaire de la région. Des historiens s'accordent à dire que cette race bestiale coexistait avec une autre race, les humains nédiques. Bien que de nombreux débats ont été faits à ce sujet, certains pensent que les Nédiques sont arrivés bien avant l'arrivée des elfes en Tamriel, d'autres pensent que ces derniers ont toujours habité Tamriel et qu'ils en sont pleinement originaires. Quoi qu'il en soit, les Nédiques sont les ancêtres directs des Bretons, bien que ces derniers ont bien moins de sang nédique comparé à leurs cousins impériaux de Cyrodiil. Mais comme tous les peuples vivant déjà en Tamriel à cette époque, ces derniers connurent l'arrivée et la colonisation des elfes du continent. Autroche n'échappe pas à cette colonisation. Mais comme vous allez le découvrir, l'arrivée du clan Aldmer d'Irini ne fut pas une mauvaise chose pour les Nédiques déjà sur place. À l'inverse des Éliides, qui réduisirent en esclavage les Nédiques de Cyrodiil, les d'Irini choisirent une option moins violente afin de gagner la confiance des humains déjà installés. Au lieu de faire d'eux leurs esclaves, les d'Irini fit des Nédiques de Autroche une caste noble. Les elfes établirent un système de vassaux féodal et en retour, les d'Irini régnaient sur eux et les protégeaient. Par conséquent, les elfes et les humains se sont inévitablement croisés, donnant naissance à une toute nouvelle race d'humains, mi-elfes, mi-hommes, qu'ils nommèrent les Manmer. Ces enfants nés d'elfes étaient considérés par la société comme des sous-elfes et n'étaient donc pas acceptés par leurs parents d'Irini. Ces derniers gagnèrent cependant des places privilégiées parmi les Nédiques, créant une nouvelle caste de sang-mêlés qui furent appelés les Bretons. Les Bretons n'avaient cependant pas le droit de se marier avec des elfes de sang pur et devaient donc épouser des humains. Cela a eu pour conséquence une croissance exponentielle des Bretons à travers les siècles. Leurs caractéristiques humaines devinrent très rapidement supérieures à celles des elfes. Alors que les Aldmer contrôlaient l'ensemble de Tamriel, les d'Irini dirigeaient Autroche de manière pacifique avec les Nédiques et les demi-elfes bretons. Un groupe appelé les druides de Galen renforcèrent leur influence sur les premiers Bretons, afin de les guider sur le chemin de la civilisation tout en restant connectés avec la nature, celle-ci ayant une place très importante dans la culture nédique. Cependant, avec l'arrivée des d'Irini, les dieux elfiques sont également arrivés avec eux, et certaines sources de l'époque montrent que les Bretons adoraient déjà des divinités elfiques comme Mara, montrant que le culte elfique avait été relativement accepté. Cependant, au fur et à mesure du temps, certains Bretons commençaient à être mécontents du traitement des elfes à leur égard. Dans les environs 200 de la première ère, les Bretons seraient entrés en contact avec un groupe de chasseurs nordiques. Les Bretons étant trop différents pour des humains, les Nordiques les prirent pour des elfes et les attaquèrent. Cependant, l'assaut fut arrêté lorsque les Bretons utilisèrent le langage des Nordiques. Étonnés de cette découverte, les chasseurs nordiques partirent informer le roi de ce qu'ils avaient découvert plus à l'ouest. Arrivés à Vendôme, les Nordiques pensèrent que les Manmer étaient des esclaves humains qui furent enlevés lors de la nuit des larmes à Sartal. C'est ainsi que le roi Virage en fit son prétexte pour envoyer ses armées nordiques afin de libérer les esclaves humains prisonniers des elfes. Même si la conquête avait été stoppée, en 246 de la première ère, les d'Irini avaient perdu presque la moitié de leur territoire. L'Empire nordique, lui, fortifie ses terres conquises en Autroche. Lorsque la foi alésienne portée par l'ordre alésien arriva enfin à Autroche, la province fut divisée entre ceux suivant le culte des elfes, ceux suivant la nature et ceux ayant choisi de suivre le culte de l'unique de l'ordre alésien. Par conséquent, de nombreux problèmes advinrent. Les druides de Galen furent persécutés par les Alésiens parce qu'ils déviaient de la foi alésienne. L'hégémonie d'Irini qui venait de naître commençait à croire que les druides voulaient prendre le contrôle de la province. Alors que l'hégémonie d'Irini ne faisait que gagner en puissance, les d'Irini reconquérirent tout Autroche et par manque d'elfes, les d'Irini placèrent des Bretons au pouvoir administratif. Par la suite, l'hégémonie d'Irini entre en conflit direct avec l'ordre alésien et l'empire de Cyrodiil. Suite à leur victoire sur l'empereur Gorius, les d'Irini chassent le culte de l'unique et interdisent la religion alésienne. Forts de leur victoire, les d'Irini entreprennent de conquérir les territoires impériaux. Entre les années 480 et 482 de la première ère, le conflit entre les d'Irini et l'ordre alésien monte encore d'un cran.
Voyant la menace que faisait peser l'Empire et l'ordre alessien, les Dirini font signer une charte visant à donner plus de ressources à la mobilisation de troupes pour les conflits à venir. Ainsi, en 482, les Dirini et les Bretons alliés aux Nordiques parviennent à vaincre l'ordre alessien à la bataille des Landes de Glenumbrie, alors que celui-ci avait pourtant bien plus de troupes. Cependant, ce fut une victoire à la Pyrrhus. Épuisés par cette bataille, les Dirini sont vaincus par l'ordre alessien quelques années plus tard, et en 498, l'hégémonie fut écrasée. Autroche fut donc définitivement libéré du contrôle des Elfes en 500 de la première ère, et les Bretons commencèrent à prendre la relève en formant leur propre royaume. Au fil du temps, les Bretons renièrent leur héritage elfique, les Bretons bafouent les Dirini et se redéfinirent en tant qu'humains plutôt qu'elfes. Les Bretons se fabriquèrent une histoire noble de résistance contre le règne des Dirini, afin de montrer aux yeux de tous qu'ils n'avaient aucune racine elfique. Les derniers Dirini furent donc contraints de se replier et d'abandonner leurs anciens domaines, désormais entre les mains des Bretons. Au cours du Xe siècle de la première ère, les orques d'Orsinium entreprirent de conquérir une partie d'Autroche, ce qui conduit à un conflit entre les deux races et au fameux siège d'Orsinium qui durera 30 ans. Les Bretons alliés aux Rougegardes saccagèrent la ville d'Orsinium. Pendant le siège en 973 de la première ère, Autroche entreprit secrètement de conquérir Hammerfell, mais cela fut un échec. En 1029 de la première ère, l'Empire alessien poursuivit la Horde grise jusqu'à Autroche, où ces derniers furent stoppés par les armées bretonnes qui brisèrent les armées de morts-vivants, permettant de faciliter leur extermination par l'Empire. L'impératrice Estra, reconnaissante, proposa donc à Autroche de rejoindre l'Empire de Cyrodiil, une proposition qui fut acceptée par Autroche. Les Bretons combinèrent leurs forces à celles de l'Empire et adoptèrent le culte des 8 divins formé par Alessia. 1300 ans plus tard, à la suite des impôts trop importants de l'Empire qui commençaient à éclater en morceaux, des marchands bretons commençaient à réclamer l'indépendance d'Autroche vis-à-vis de l'Empire. 5 ans plus tard, en 2305 de la première ère, les révoltes éclatent. L'ordre alessien envoie donc une légion régler la situation, mais celle-ci est rapidement battue et Autroche regagne son indépendance. Cependant, la sécession ne fut pas complète et tous les liens ne furent pas brisés. Lorsque l'ordre alessien est renversé par les Coloviens en Cyrodiil, l'Empire éclate en morceaux et disparaît, emportant les Bretons dans sa chute. N'ayant pas de gouvernement unifié, Autroche dépendait énormément de l'Empire. Sa chute provoqua de nombreuses guerres civiles et de nombreux rois tentèrent de reprendre la suite des Alessiens. 4 siècles plus tard, en 2703 de la première ère, Cyrodiil voit la montée au pouvoir d'un certain Rayman Cyrodiil. Sorti vainqueur des Acavirois à la bataille du Col Clair, Rayman entreprend de reformer l'Empire de Cyrodiil et de conquérir tout Tamriel. Autroche fut grandement affaibli par les Acavirois, mais une alliance entre les différents royaumes d'Autroche fut formée dans l'espoir de stopper Rayman. Autroche fut cependant vaincu par Rayman, qui réintégra la province dans l'Empire de Cyrodiil. Sous le Second Empire Rayman, les soldats d'Autroche participèrent à la conquête de Tamriel aux côtés des autres provinces unifiées par l'Empire. Ainsi, de nombreux Bretons participèrent à la guerre de 80 ans contre Morrowind. En 1920, un commandant breton avait la charge de commander l'avant-garde de l'empereur Rayman III durant la bataille de Bodrum. Durant le règne du Second Empire, Autroche prospéra. L'édit d'Iguilde, signé par le potentat Versidu Chae en 321 de la Deuxième Ère, standardisa les règles du commerce à travers tout l'Empire et de facto adopté dans tout Tamriel, en incluant Autroche. En 428 de la Deuxième Ère, Autroche fut frappé par une épidémie de lycanthropie. Pour faire face à ce mal, l'ordre de l'Aube d'Argent fut formé pour le combattre. Lorsque le Second Empire s'effondra en 430 de la Deuxième Ère, Autroche fut l'une des seules provinces à ne pas souffrir de cette chute. Cette dernière adopta la coutume impériale et préserva le culte des 8 divins sur son territoire. Avant la chute de l'Empire, Orsinium fut déclaré territoire sous la protection de l'Empire par le potentat acavirois Saverin Chorak. Quand celui-ci fut assassiné, Orsinium perdit sa protection et fut de nouveau assiégé par les Bretons. Un siècle après la chute de l'Empire, des crevassés s'emparèrent du trône impérial et formèrent la dynastie des Longères. Durkoratch le Dragon Noir, alors empereur de Cyrodiil, entreprend rapidement de conquérir Autroche, mais fut finalement arrêté aux portes de Dagfilante par le roi Aymeric. Cette victoire mène à la formation de la première alliance de Dagfilante, signée par les différents rois de Autroche. En 563 de la Deuxième Ère, Aymeric devient le roi d'Altevoie. 3 ans plus tard, une nouvelle guerre éclate, suite à son refus d'épouser la fille du roi Rancer de Taimon. Afin de remporter la guerre, Aymeric s'allie avec Hammerfell et convainc les orques de se battre pour lui.
En retour, ils pourront reconstruire Orsinium et prospérer. Ayant changé la situation à son avantage, Rancer est battu, et cette guerre scelle la création de la seconde alliance de Dagfilante entre Haute-Roche, Hammerfell et Orsinium. Au sein de l'alliance, le commerce fleurit, donnant à l'alliance une force économique importante. L'alliance de Dagfilante était ouvertement pro-empire de Cyrodiil et souhaitait par-dessus tout son retour. Ainsi, quand Varenne Aquilarios monta sur le trône de l'Empire après avoir renversé les empereurs des Longères, Varenne reçut automatiquement le soutien de l'Alliance. Quand la guerre des Alliances débuta après la disparition de Varenne, l'Alliance de Dagfilante se mit en quête de capturer Cyrodiil afin de sauver l'Empire. Les rois faisant partie de l'Alliance considéraient l'empereur Rayman comme un modèle et se sont alors considérés comme les successeurs spirituels de l'Empire Rayman. Ainsi, l'Alliance se concentra avant tout sur la restauration de la gloire de l'Empire Rayman, mettant en évidence la liberté et la vénération des 8 divins. L'Alliance se considérait comme étant la seule capable de redonner un pouvoir central à Cyrodiil. Pour des raisons obscures, l'Alliance disparut à une date inconnue. Celle-ci ne réussira jamais à redorer la gloire des Rayman qui disparut avec elle. Suite à la prise de pouvoir de Culequin qui met fin à l'interrègne, les Bretons s'allient avec les Nordiques en 852 de la deuxième ère et prennent d'assaut Cyrodiil en capturant la cité de Sancretor. Le général Talos conduit les armées cyrodiiliques dans la reconquête de la cité et parvient à vaincre les Bretons et leurs alliés nordiques. Suite à la bataille, les chefs bretons sont exécutés et les combattants sont renvoyés en Haute-Roche. 2 ans plus tard, Haute-Roche décide de mettre fin au règne de Culequin en l'assassinant lui et son général. Cependant, l'hérésie arthurienne prétendra pendant longtemps que les Bretons n'avaient rien à voir avec ce meurtre et que le réel meurtrier de Culequin était Talos lui-même. Malgré tout, Talos devint Tiber Septime et forma le Troisième Empire avant d'entreprendre la conquête de Haute-Roche. Une fois conquise, la province fut ajoutée à l'Empire, mais de nombreux troubles persistaient. Les rois sorciers de Haute-Roche menaient un conflit sectaire, rendant le commerce au sein de la province très difficile. Cependant, Tiber Septime réussit à trouver un moyen. Tiber confia à un gouverneur de son choix d'étouffer le conflit qui faisait rage, et cette stratégie fut une réussite. Durant le règne du Troisième Empire, la majorité des empereurs et impératrices étaient des Bretons ou d'origine breton. Grâce à cela, les Bretons étaient favorables au règne impérial, mais n'hésitaient pas à montrer leur mécontentement face à l'inefficacité de l'Empire à les protéger durant les conflits violents. Durant toute la Troisième ère, Haute-Roche est en proie à de violents conflits, comme lorsque Bordeciel a envahi une partie de Haute-Roche. Mais en vérité, Jagartarn était l'unique responsable de cette guerre. Quand Uriel Septime VII reprit le trône, celui-ci fit de sa priorité réparer les dégâts causés par la guerre. En 417 de la Troisième ère, le voile de l'Ouest se produit. Haute-Roche voit six cités-États unifiés en 2 royaumes, d'un côté le royaume de Dagfilante et de l'autre le royaume de Altevoie. Orsinium prend quant à elle le contrôle de toutes les montagnes de Vrodgar. Haute-Roche atteint un niveau d'unité qu'elle n'avait jamais connu de son histoire. En 433, la crise d'Oblivion frappe Haute-Roche, qui réussit à repousser les Dédras. Suite à cela, et à la déstabilisation de l'Empire, Haute-Roche et Hammerfell attaquent une nouvelle fois Orsinium, qui est pour une fois de plus mise à sac. Les orques ne doivent leur salut que grâce à l'intervention de la Légion qui intervient pour sauver les orques. Dans les décennies qui suivent, Haute-Roche fut reconquérie par Titus Médée Ier, où celle-ci demeura au sein de l'Empire Médée. Durant la Grande Guerre, en 171 de la 4e ère, Haute-Roche envoya des troupes pour soutenir les Rouges-Gardes et les légions cyrodiiliques contre les Talmors. De nombreux Bretons participèrent également à la célèbre bataille de l'Anneau Rouge, qui fut une victoire décisive pour l'Empire. En 188 de la 4e ère, la cité de Altevoie fut mise à sac par des corsaires bretons. La ville fut détruite et les corsaires détruisirent le sanctuaire de la confrérie noire caché dans la ville avant de la laisser en ruine en partant. En 201 de la 4e ère, les Sombrages firent appel aux Bretons pour les aider à combattre la Légion impériale en bord de ciel. Cependant, Haute-Roche entretenait de très bonnes relations avec l'Empire et pour cela, les Bretons ne répondirent pas au message d'Ulfric Sombrage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager ou même commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, moi sur ce, je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas que les 9 divins soient avec vous. Et vive l'Empire. Ciao les gars.